Bonjour à tous, bien voilà, il est un peu plus de 12h31, on va être ensemble environ jusqu'à 14h puisqu'on va recevoir plusieurs personnalités. Jean-Marie Hubert qui est conseiller régional qui est déjà là, bonjour Jean-Marie. Bonjour. On va recevoir aussi un peu plus tard Sylvia Fibel-Puissant, fondatrice du CO Caraïbes Factory. Puis en fin d'édition, nous aurons comme d'habitude la chronique du coaching de la réussite avec Muriel Jean-Jacques. Mais avant, on va d'abord jeter un coup d'œil sur l'actualité et tout de suite les titres. Il pleut et bien évidemment on va commencer par l'eau. Le collectif de l'eau était ce matin devant les tribunaux à Pointe-à-Pitre puisque les Guadeloupéens sont de plus en plus mécontents. Ils ont décidé d'ester en justice comme on dit. On va les recevoir tout à l'heure. On va les voir tout à l'heure. On ira faire un tour à Paris. La ministre guadeloupéenne des Sports, Laura Flessel, a exposé sa mission en 4 axes. Maurice Essé était là, on en parlera. Et puis on terminera avec le Salon du tourisme caribéen. C'était ce week-end, une édition particulièrement intéressante au moment où la Guadeloupe est de plus en plus, on peut dire, citée au niveau international. Nous y reviendrons bien évidemment tout à l'heure en fin d'édition, mais comme je vous l'ai dit, on va parler du FEADER, il y en a tellement. L'opération Cyberbus, c'est la raison pour laquelle nous avons invité Jean-Marie Hubert, qui est conseiller régional. Jean-Marie Hubert, bonjour et merci d'être là. Bonjour, merci à Canaldis de m'avoir invité. C'est normal parce que cette opération qui a commencé déjà depuis le 15 janvier est importante. Alors, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit exactement, ce cyberbus qui passe dans les communes à la rencontre des agriculteurs. Oui, alors avant tout, comme j'étais absent du pays, je souhaite quand même... Pas le seul, hein, moi aussi j'étais absent. Je souhaite quand même formuler mes vœux de santé, de force, courage pour la population guadeloupéenne et plus particulièrement la population port-louisienne. Pour lui qui est en difficulté quand même, il faut le dire. Oui, tout à fait, et surtout de l'audace, de manière à ce que nous fassions boucher les choses. Alors c'est vrai, nous avons entamé un tour de la Guadeloupe pour vulgariser et démystifier ce qu'on appelle le FEADER, c'est le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. Alors c'est vrai que c'est un fonds qui n'est pas facile à comprendre pour le commun des mortels, puisque le FEADER c'est 14 mesures et 49 sous-mesures. Ce qui signifie que lorsqu'on on sollicite la région qui est autorité de gestion à 100% pour le FEADER et aussi pour le FEDER, il était indispensable de trouver une organisation rationnelle pour tous ces fonds, parce que nous avons créé en amont une cellule Europe partenariale, un guichet unique permettant de réceptionner l'ensemble des dossiers liés à tous les fonds européens, puisqu'il y en a 4, le FEDER, le FEADER, le FSE et le FEOP. Et de surcroît, il y a aussi à côté Interrègle qui s'occupe au niveau caribéen. Alors, ce FEADER comprend une enveloppe globale de 174 millions d'euros, mais dont 3 pour Saint-Martin. D'accord. Donc Saint-Martin fait encore partie... C'est-à-dire que Saint-Martin n'a pas l'autorité de gestion. D'accord. Alors, si bien que comme la région Guadeloupe gère ses fonds, eh bien, la région a l'enveloppe globale et pour Saint-Martin... Ça ne fera pas d'histoire comme la dernière fois. On ne fait pas d'ingérence. On ne fait pas d'ingérence, si bien que nous avons sollicité la collectivité de Saint-Martin pour savoir quelles sont les orientations fortes qu'ils pensent donner au niveau de leur développement à ces fonds. Et Saint-Martin s'est positionné pour le programme Leader, où ils ont décidé que les 3 millions d'euros seront utilisés via le programme Leader, et là nous sommes entièrement d'accord, puisque nous ne faisons pas d'ingérence, à eux de gérer via le Leader l'ensemble de leurs fonds, ce qui signifie qu'il reste 171 millions pour la Guadeloupe. Alors ces fonds... C'est suffisant ou c'est insuffisant de votre point de vue? Alors, bon,
on peut pas dire que c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant, jamais suffisant, mais encore faudrait-il que nous puissions mobiliser les acteurs pour l'utilisation de ces fonds. Alors souvent, s'agissant des programmes opérationnels, on parle parfois de dégagement d'office et moun ici a dit bon, l'argent qui arrive, il est parti. Alors, à part l'argent qui arrive, ni qui est parti, c'est un droit de tirage en fait que nous avons pour une enveloppe particulière avec des lignes, là, ce que j'appelle les 14, il y a les 14 lignes destinées alors qui pour l'encadrement technique, qui pour la modernisation, qui pour l'agroécologie, qui pour l'installation des jeunes agriculteurs, qui aussi pour tous les projets de développement ruraux. Alors, j'aimerais arriver, avant d'entrer dans le détail de l'utilisation de ce FEADER, je veux quand même poser la question, puisqu'on a eu quand même des épisodes cycloniques dans le pays. Comment se porte l'agriculture en ce moment? Est-ce que vous sentez, puisque ce tour de la Guadeloupe avec le cyberbus a débuté, est-ce que vous sentez que ça redémarre? Alors, ça redémarre au niveau surtout de l'agriculture. Oui, au niveau de l'agriculture diversifiée, puisque pour là, il faut bailler un temps pour y produire. Et comme tout a été cycloné, alors c'est vrai que c'est une préoccupation forte pour le LPG. D'ailleurs, je participe demain à une réunion avec eux sur la problématique de la banane, mais la région et le président de région a eu raison de mettre en place cette enveloppe d'urgence de manière à faire face et favoriser surtout la relance de l'activité. Au niveau des produits légumiers, vivriers et légumiers, on peut dire qu'il n'y a pas de gros problèmes puisque ce sont des cycles végétatifs courts, ce qui fait que qui c'est tomate, qui c'est concombre, qui c'est laitue, qui c'est piment végétarien et sauf tout ça. Citron, sauf citron. Alors le citron c'est plus particulier puisque on ne peut pas dire que il y a d'une part l'épidémie, d'autre part c'est un cycle végétatif à respecter. Citron là il va produire en permanence et puis long, si bien qu'il faut aussi appliquer un certain nombre de méthodes culturelles permettant de décaler la production, mais en même temps vous avez un cycle végétatif qui fait que le citron ne peut pas l'avoir tout le temps et de surcroît il y a eu le citrus greening qui est passé par là, mais même là aussi puisque nous avons accompagné l'ensemble des agrumiers au niveau de la région pour favoriser la replantation avec des plants sains en provenance de la Corse, ce qui fait aujourd'hui que le citron aussi repart. On pourra en avoir et le sud Basse-Terre se mobilise fortement là-dessus. Piment végétarien aussi? Piment végétarien, c'est déjà fait. C'est déjà fait, oui, c'est déjà fait. C'est un qui banane, bon, c'est vrai que banane là, il faut une durée, il y a un piston. Alors, autre chose, Jean-Marie Hubert, j'ai eu l'occasion de recevoir ici des agriculteurs, on avait le sentiment d'une sorte de découragement. Est-ce que vous ressentez ça? Alors, dans le il y avait un découragement et à partir du moment où nous avons mis, puisque c'est au bas mot 4,4 millions que la région a mis à la disposition du monde agricole avec la mobilisation de l'ensemble des organisations de producteurs, le LPG pour la banane, 1 million, la Chambre d'agriculture, 1 million pour les agriculteurs, Iguaflor, 400 000 euros, ainsi que, et il y a aussi le secteur de la pêche qu'il ne faut pas oublier, là aussi il y a 1 million qui a été mis en place. Alors, sur le plan concret, alors c'est un cyberbus qui arrive dans chaque commune. Alors, je vois le planning de janvier pratiquement bouclé, puisque jeudi 25 c'était Baïf, et vous démarrez jeudi 1er jeudi alors dans chacune des villes. Jeudi, ça sera à Saint-Louis, vendredi à Capesterre et samedi à Grand-Bourg. Nous faisons la tournée des communes pour expliquer. Alors, comment ça se passe concrètement? Le bus arrive et le bus arrive et en fonction du projet, les agriculteurs ou le monde rural, pas seulement les agriculteurs, puisque le développement rural est aussi compris dans cette dynamique. En fonction du projet, nous expliquons, nous démultiplions, voilà comment faire, voilà le dossier FEADER, comment le remplir, quelles sont les pièces à fournir, toute la logistique, de manière à ce que le porteur de projet s'approprie son propre projet, et dans le même temps il y a aussi la possibilité de faire une avance, parce que ce qui signifie, ce qui est important de comprendre, c'est que l'Europe c'est le service fait, ça veut dire
dit qu'il y a payé ou une enveloppe, il y a payé mais là où j'ai dépensé l'argent là, où j'ai avancé. Et dans le monde rural et agricole, il n'est pas toujours évident d'avancer les fonds. Surtout à Marie-Galante en ce moment. Surtout à Marie-Galante. Alors, si bien que là, dans ce cadre-là, il y a aussi le dispositif d'avance qui peut être mis en place à la demande pour favoriser la réalisation des projets. Puisque si on n'utilise pas l'argent, eh bien c'est vrai que c'est ça qui a créé le profil de Berlin, c'est les Allemands qui t'ont décidé ça. Eh bien tous les 2 ans, on n'y si on pas consommer à peu près 25% de l'enveloppe, eh bien tout ça on pas consommer, eh bien puisque d'autres pays et surtout les pays de l'Est, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de développement, il y a ni plus possibilité. Alors est-ce que les agriculteurs, le monde rural guadeloupéen est conscient d'habiter à ça, parce que pratiquement je crois venir pour ton l'argent qu'on va dire à tout moment, 171 millions pour ces mondes ça, est-ce qu'ils sont conscients de ça et qu'ils ont porté manœuvre pour effectivement faire les dossiers et avoir des projets? Alors faut bien comprendre qu'au niveau de l'agriculture guadeloupéenne, ça nous peut dire c'est que nous avons un problème d'organisation et de structuration. Alors certes, il y a un certain nombre de secteurs qui sont organisés au travers les organisations professionnelles de producteurs, tels que les Iguavi, eh bien, le monde et les professionnels de la viande, via Iguavi, eh bien, il y a la possibilité d'instruire le dossier, des faits dossiers à des radios. Voilà. C'est même bitin, par exemple, pour la banane, avec le LPG. C'est même bitin pour la canne, avec les sicacanières, parce que l'aide à la replantation, tous les aides à la replantation, eh bien, ce sont les sicacanières qui instruisent les dossiers pour le compte des agriculteurs et transmettent à la région de manière à percevoir cette indemnité. Pour les petits agriculteurs non organisés, normalement c'est la chambre d'agriculture. Mais si nous arrivons là, c'est véritable. Enfin, je pose la question, il y a un président en ce moment à la chambre? Oui, il y a toujours un président, qui avait été contesté. Mais bon, actuellement, il y a un président, c'est M. Patrick Célin qui est président. Oui, qu'on a reçu ici. Qui est président. Et dans ce cadre-là, alors c'est vrai qu'il est important de vulgariser, d'expliquer, mais de manière terre à terre. Pour que tout le monde se l'approprie. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a le volet irrigation. Alors nous ne sommes pas touchés par le dégagement d'office, puisque le barrage de Moreau, c'est 37 millions à lui seul, ce qui signifie que bon, là, au niveau du FEADER, nous sommes relativement tranquilles pour les 3 premières années, mais là, il faut aussi se mobiliser pour que le monde rural s'organise, se structure, puisqu'il y a aussi les aides à la structuration. Et les gens ne le savent pas. Et les gens, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut véritablement démultiplier, et il faudrait peut-être que la Chambre prenne à bras le corps parce qu'on reproche à Célin, on lui a dit ça, de ne pas être assez souvent la vulgarisation agricole, vulgarisation agricole et l'encadrement agricole, la définition. Il travaille avec vous sur ce projet, là, il y a un lionnage, si on peut dire, entre ce que vous faites dans Cyberbus et la Chambre? Non, alors pour l'heure, non, parce que bon, c'est vrai que la Chambre c'était un peu compliqué. C'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. Suite aux élections, mais nous avons un partenariat fort avec la Chambre d'agriculture. Mais il faudrait aussi que la Chambre prenne véritablement à bras le corps la problématique, puisqu'ils ils ont à charge la définition de l'orientation de la politique agricole. Ce qui signifie que secteur par secteur, et il faudrait aussi, alors le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de la Guadeloupe, c'est que à partir du moment où on a créé les organisations de producteurs, les organisations de producteurs, les IGUA, sont en liaison directement, par exemple, avec le DEADOM. Et négocient directement, si bien qu'ils ont de moins en moins besoin de la Chambre. Ils passent au-dessus à la limite, C'est cela, si bien que il y a les organisations de producteurs, les organisations professionnelles et tous
le gros du monde agricole inorganisé qui est là. Et pour qui a justement besoin de la Chambre. Ils ont besoin de tout. Ils ont besoin de fonds, ils ont besoin d'organisation, de logistique. Absolument. Et compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on pose de plus en plus la problématique de l'agriculture paysanne, ça veut dire que l'agroécologie, l'agroéconomie, eh bien, faut diversifier l'activité. Ce qui veut dire qu'un agriculteur qui va pratiquer l'agroéconomie, eh bien, il est impératif qu'il ait un encadrement et un accompagnement technique. Et dans ce cadre-là, certes, au niveau de l'élevage, ils peuvent toujours avoir Iguavi, au niveau de la canne, ils peuvent avoir les Sicacanières, Iguacan, et au niveau des cultures maraîchères, il y a Iguaflore, qui était en difficulté, mais là, qui est aussi reparti. Eh bien, ça signifie qu'il faut obligatoirement établir des passerelles entre les différentes IGUA et la Chambre, de manière à définir une politique agricole cohérente, concertée et appropriée par productive, tous. Et productive. Voilà. Alors, l'autre aspect qui vous concerne moins, mais je pose quand même la question, c'est au niveau du lycée agricole. Est-ce qu'on sent dans les générations qui sont dans ces lycées, des jeunes qui préparent des BTS, etc., que le monde agricole les intéresse toujours? Vous avez ce sentiment? Oui, j'ai le sentiment, parce que je suis membre du CFA au niveau, et nous sommes aussi membres du lycée agricole, du conseil d'administration du lycée agricole. Il y a un engouement puisque le nombre d'élèves est en augmentation au fil des ans, ce qui signifie que il y a une première étape. La volonté est là. Le deuxième aspect, c'est que la Guadeloupe est un petit pays et il faudrait poser le problème aussi du foncier agricole. Alors c'est vrai que il y a eu la réforme foncière dans les années 84 qui a permis d'installer à peu près 700 agriculteurs sur le foncier agricole, mais il y avait deux orientations définies par le comité directeur de la réforme foncière, les jeunes agriculteurs, aussi ceux qui n'étaient pas jeunes mais qui étaient colons implanteurs sur les habitations, qui avaient 40, 50, 55 ans. Ils ont été aussi installés dans le cadre des DIRF, et ceux qui ont été installés il y a 55 ans, eh bien aujourd'hui, ils sont quasiment à l'âge de la retraite. Mais ils ne peuvent pas prendre la retraite compte tenu du montant de la retraite, puisqu'à part avec 300 euros, vivent, si bien que il y a une nécessité là aussi d'avoir une réflexion profonde pour accompagner les départs via ce qu'on appelle les indemnités volontaires de départ, pour favoriser l'installation d'un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui sont formés et ont des diplômes. Alors, deux petits mots quand même sur le problème de la pêche, puisque c'est un problème aussi, je veux même peut-être pas aujourd'hui entrer dans le problème de chlordécone, mais au moins la situation de la pêche en Guadeloupe, où on sait là aussi c'est un secteur qui n'est pas trop bien organisé dans certaines régions. Alors, la pêche est organisée au travers du comité régional des pêches. Bien sûr. Le problème, c'est qu'il faudrait que le comité régional des pêches ait des antennes et des ramifications au niveau de l'ensemble des communes. Ce qu'on constate au niveau de la Guadeloupe, c'est qu'il y a des associations de marins-pêcheurs qui se constituent. Ce sont des associations de marins-pêcheurs indépendantes, qui n'ont aucun lien avec le comité régional des pêches. Alors, si bien que là aussi, c'est pour cette raison qu'il est important qu'il y ait une solidarité forte au niveau de la Guadeloupe, tout secteur confondu, de manière à ce que les véritables problèmes que rencontre la Guadeloupe soient pris en compte et ne pas attendre des gouvernants. Par les acteurs et par le peuple. Alors c'est vrai que le problème de la pêche il est criant, puisque la Guadeloupe, c'était quoi il y a 5 ans de cela, c'était 15 000 tonnes de poissons, dont 10 000 tonnes produites en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous sommes à 6 000. Ce qui signifie que... Et la consommation a augmenté. Et la consommation a augmenté, mais de surcroît, la Guadeloupe est le premier pays, enfin le troisième
pays consommateur de poissons frais par tête d'habitant, 42 kilos par tête d'habitant, ce qui signifie que la population guadeloupéenne consomme et demandeuse. Il y a un besoin, ce qui signifie que s'il y a un besoin, il y a une demande, eh bien, il faut que l'offre aussi s'organise. Et pour que l'offre s'organise, il faut une politique de la pêche en amont, puisque la ressource elle diminue, la ressource benthique diminue, la ressource pélagique ne diminue pas, puisque les bancs de dorade, taza et thon qui passent dans nos eaux territoriales sont capturés par les Japonais qui ont des accords avec les Dominicains. Et nous avons une flotte inadaptée à la réalité guadeloupéenne, puisque toute flotte en nous, c'est entre 7 mètres et 12 mètres. Les canaux la plein, obligé d'entrer. Et là, ça pose problème, et c'est pour cette raison qu'avec les commissaires européens et avec Barroso en Guyane, nous avons posé la problématique de la pêche. Il est vrai que l'Europe nous rétorque que c'est un problème franco-français et que c'est la France qui n'a pas défendu. Aujourd'hui, tout le monde a été autour de la table et tout le monde est d'accord à ce que on revienne sur la politique de financement des bateaux de pêche. Et normalement, d'ici le mois de juin, cela devrait se traduire en réalité. Alors l'autre aspect, c'est que le FEAMP, il y a un fonds européen pour l'aquaculture marine et la pêche, mais le FEAMP, c'est 9 millions d'euros. C'est rikiki, on ne peut même pas parler de fonds dans ce cadre-là. Alors si bien que là aussi il faut poser le problème, ou alors c'est la région qui devra venir en aide aux marins pêcheurs concernés. Autant dire Jean-Marie Hubert que vous avez du pain sur la planche. M'a cherché, m'a trouvé. mais nous là pour travailler, nous aimons travailler. Alors si bien que donc juste un dernier point au niveau de la pêche, la formation. Alors la formation, c'est vrai que il y a un gros problème au niveau de la formation. Il y a, certes, il y a le centre de formation de Blanchette qui fonctionne, mais il y a aussi l'IAPM qui a Goubert qui connaît des difficultés. Là, nous sommes sur ce dossier de manière à venir en aide. Alors, il y a de gros problèmes qui se posent. Il y a un superbe bâtiment. Il y a un superbe bâtiment qui peut être utilisé, qui peut être fonctionnel, qui pour l'agrotransformation, qui pour la formation, qui pour l'encadrement. Le problème, c'est qu'il y a une revendication de la Chambre de commerce. Il y a, puisque pour eux, le bâtiment leur appartient, la communauté d'agglo du Sud-Bastère qui revendique. Il y a un sac de nœuds là qu'il faut dénouer de manière à ce que nous puissions véritablement donner à ce centre une dynamique et une vision du développement au service des marins pêcheurs. Jean-Marie Hubert, bon courage en tout cas, parce que le travail derrière pour aumônier. Je rappelle que jeudi 1er février, donc avec Cyberbus et le FEADER, vous serez donc à Saint-Louis-de-Marie-Galante, vendredi 2 à Cap-Esther, samedi 3 à Grand-Bourg et jeudi 8 à Cap-Esther, et que l'opération continue au mois de mars. Vous irez à Désirade, les îles du Sud ne sont pas oubliées. Voilà. Merci d'être venu. Merci beaucoup. C'est payé la dernière fois parce que j'ai encore un problème là. Beaucoup n'y encore à parler de Voilà. Il est 12h54. Tout de suite, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'est encore un problème. C'est le problème de l'eau. Problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les comités d'eau dans les différentes communes de la Guadeloupe, ils en ont un petit peu marre, il faut le dire. Et donc, se sont organisés. On a vu un collectif d'avocats aussi prendre part à ce combat. Et ce matin, justement, devant le tribunal de Pointe-à-Pitre, il y avait, non pas une manifestation, mais une plainte qui a été déposée officiellement. Harry Durimel, bien sûr, était au premier plan. Il n'est pas le seul. Les parents d'élèves aussi sont mécontents parce que dans plusieurs cas, les écoles sont obligées de fermer. Olivier Félix était là. Reportage tout de suite.
Aujourd'hui, à cause de l'absence d'eau dans les établissements scolaires, les toilettes demeurent fermées dans les lycées. On demande aux parents de contribuer pour cet établissement, notamment dans Pointe-à-Pitre, en portant des packs d'eau. Ce n'est pas une situation qui est sérieuse. Donc effectivement, double peine pour les gosses. Ils souffrent chez eux, ils souffrent dans les établissements scolaires et ils mettent en danger leur santé puisqu'ils ne peuvent même pas utiliser les toilettes. Voilà le sens de ma présence ici en tant que président de la Fédération de conseils de parents d'élèves de la Guadeloupe. Donc nous allons bien évidemment accompagner ce mouvement et tout faire pour que les choses se rétablissent, que l'on fasse ceux qui ont failli en matière de responsabilité endossent la responsabilité qui est la leur. La situation économique du pays est un peu dramatique. Donc les gens préfèrent aller travailler pour pouvoir gagner de l'argent parce qu'il y a des factures au quotidien qu'il faut régler. Mais surtout le problème c'est que les gens attendent que les choses avancent pour pouvoir s'intégrer. Mais ce n'est pas forcément la bonne méthode. Il faut être présent. Moi je n'ai pas hésité de fermer mon entreprise ce matin, sortir de Basse-Terre pour être présent ici parce que j'estime que le combat qui est mené par Germain Parent et par toutes les personnes autour comme Maître Durimel, c'est un combat d'engagement. Ce sont des hommes qui s'engagent bénévolement et donc ça a le mérite d'être salué. Voilà, notre rassemblement ce matin avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était sensibiliser le procureur de la République sur notre attente et tout l'espoir qu'on place en lui de contribuer à la manifestation de la vérité où est passé l'argent que les Guadeloupéens payent depuis 60 ans pour l'entretien des canalisations, pour la préservation de la ressource en eau. Et le deuxième objectif, c'était de sonner les cloches pour que les Guadeloupéens commencent à se rassembler puisque plusieurs collectifs agissaient chacun de son côté. Aujourd'hui, il y a un rassemblement de tous les collectifs. On était environ 70 personnes là présentes ce matin. Nous avons obtenu un entretien avec le procureur de la République qui nous a soulagés d'un ultimatum, d'une date butoir qui selon nous devait nous conduire à ne presque pas dormir ce soir pour faire une plainte avec constitution de partie civile. Il m'a rassuré, il m'a dit de ce soir que vous n'avez pas à faire d'acte interruptif puisque la plainte est en cours d'instruction. La police judiciaire est en train d'enquêter et les associations plaignantes seront entendues incessamment. Il a dit qu'il n'était pas au courant de cette plainte puisque c'est son prédécesseur qui a déclenché l'enquête. Donc une fois qu'il est sensibilisé, il dit de lui donner du grain à moudre et qu'il n'a pas l'intention de couvrir des infractions. Il est 12h58 aujourd'hui dans le ZCL. Je rappelle que nous sommes en direct, bien sûr, de RHT Radio Haute Tension et de Canal 10 FM, C10 FM. Et justement, je profite de l'occasion pour saluer nos amis de RHT. Et puis, c'est la bonne nouvelle puisque l'audience de RHT, selon les dernières études de médiamétrie, a augmenté, passé de 109 000 auditeurs à 115 000, ce qui n'est pas rien. Et bien évidemment, à RHT, on écoute toujours davantage écouté par les hommes que par les femmes. 60 000 hommes écoutent cette radio. En tout cas, nous aurons l'occasion bientôt recevoir, comme d'habitude, le directeur de cette radio, monsieur Cornébia, avec qui nous ferons un petit peu le point sur cette radio. Sinon, eh bien, il va être 12h59, c'est l'heure de la première page de publicité. On se retrouve tout de suite après pour la suite du journal et nos prochains invités. Voilà, il est 13h06, retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT et de C10 FM. RHT, je vous l'ai dit, qui reprend petit à petit, grignote des places dans le hit parade des top radios. Nous aurons l'occasion, je vous l'ai dit, d'y revenir tout à l'heure. Mais tout de suite, nous allons faire un petit rappel des titres de l'information de ce jour, puisque nous sommes aujourd'hui 29 janvier, que moi, la raboute, nous avons un petit rappel des titres. Alors voilà, le collectif de l'eau était devant le tribunal ce midi et d'ailleurs une nouvelle manifestation est prévue le 2 janvier, nous aurons l'occasion d'y revenir. Laura Flessel, ministre des Sports, a exposé son principe de développement en 4 axes. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Maurice Cessé en direct de Paris et puis le salon du tourisme caribéen s'est déroulé, c'était ce week-end et justement nous aurons l'occasion tout à l'heure d'y revenir puisque nous allons recevoir Sylvia
Fibel Puissant. Elle était justement à ce salon du tourisme et du développement. Elle parlait de Caraïbes Factory, ce qu'on appelle le tourisme industriel. On va y revenir. Mais pour l'heure, petit tour en direct vers Paris où la ministre des Sports, vous savez, cette dame, Laura Flessel, a été promue une des Françaises les mieux vues en ce moment en France, personnalité préférée des Français, semble-t-il. Eh bien, elle a présenté devant la presse et devant Maurice Cessé, notre confrère à Paris, son projet de développement en 4 axes. On la retrouve tout de suite devant la caméra de Maurice Cessé. Non, j'ai voulu parler de ma lettre de mission. Aujourd'hui, on travaille sur 4 axes. L'axe, c'est la France en bonne santé, l'outre-mer en bonne santé. Donc aujourd'hui, on va aller chercher 3 millions de pratiquants supplémentaires. On va lutter contre les inégalités à la pratique dans les territoires, en fonction des territoires, mais en fonction aussi des publics. Et je ne vais pas oublier le public féminin et le public des personnes en situation de handicap. La deuxième des choses, c'est qu'on a géré dans nos territoires des problèmes de maladies chroniques comme tout le monde, mais aussi on a un gros problème d'obésité et de problème de sédentarité. Donc l'idée, c'est de créer des living labs du sport santé pour être un peu un lien qui permet de donner un accompagnement entre la prise de décision et l'orientation vers une pratique, l'accompagnement et derrière le goût de continuer à gérer une pratique, peu importe la pratique, et de travailler, se rapprocher en fait des clubs. Donc on va faire des appels à manifestation d'intérêt dans 2-3 semaines pour justement tout à chacun puisse se dire je peux créer ce living lab du sport. Alors living lab avec la réalité augmentée, mais aussi l'accompagnement, parce qu'il faut un accompagnement. Lorsqu'on est une cible fragile, une personne qui revient d'un cancer, qui est en rémission, il faut un accompagnement plus spécifique, adapté. Donc du coup, ça c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est gérer une France éthique, une outre-mer éthique, c'est-à-dire qu'on peut recevoir des grands pays, on peut recevoir des grands événements, et donc du coup, on doit avoir une cohérence européenne, internationale et nationale. Donc à ce titre, c'est aussi de savoir les droits et les devoirs de chacun. Tout à l'heure, on a parlé de la CONCACAF, il faut travailler avec la fédération et le président Le Gret. On va travailler autour de tous ces acteurs pour essayer d'avoir un consensus, une évolution, mais il faut que ça soit cohérent et transposable. Et la dernière des choses, je garde le meilleur pour la fin, c'est la France qui rayonne. La France qui rayonne, c'est l'outre-mer qui rayonne, de par ses talents sportifs, mais de par aussi ses grands événements, c'est de par sa filière économique du sport. Je pense qu'on a des acteurs économiques sur nos îles, on n'a pas à rougir, on a des champions, mais on a aussi des entreprises qui peuvent aussi rayonner, gérer au niveau international. Donc le ministère aujourd'hui s'engage à travailler avec tous ces acteurs, cet écosystème positif et de performance pour rayonner chez nous, en Outre-mer, faire rayonner nos champions à l'international, mais rayonner aussi, de par la francophonie. Et j'ai envie de vous faire un grand coup de chapeau, un grand clin d'œil en disant pourquoi pas des prochains Jeux, les Jeux de la France. Voilà, 13h09 en direct dans le ZCL. Je vous l'ai dit, c'était ce week-end le salon du tourisme caribéen. C'était aussi l'occasion d'une conférence, sur le tourisme industriel. On peut dire que c'est pas encore quelque chose de très connu. Et justement, il y a une start-up qui se développe autour de cette problématique du tourisme industriel. Et sa directrice, sa présentatrice, on va dire, Sylvia Fibel Puissant, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, expliquez-nous un petit peu Caraïbes Factory. Qu'est-ce que c'est Caraïbes? Bon, je connais Factory usine. Alors, vous êtes usine à quoi là? Alors, nous, on est le projet de pouvoir permettre de mettre en relation des sites industriels et artisanaux et des visiteurs. Donc, c'est une plateforme numérique de réservation en ligne de visite d'entreprise. Donc, oui. Caraïbes Factory, parce qu'on a pour ambition de pouvoir s'élargir sur toute la Caraïbe, même si on démarre par la Guadeloupe. D'accord, alors ça signifie quoi? Qu'un touriste, quand il vient, vous pouvez le guider vers les usines, les endroits. Est-ce que ça intéresse vraiment? Alors, il y a un vrai intérêt, notamment en Europe. Depuis 2012, la visite d'entreprise se développe tellement qu'on a aujourd'hui des chiffres
que nous ne pouvons pas encore avoir sur la zone Caraïbe parce que le marché n'est pas structuré. Mais en Europe, on a quand même 13 millions de visiteurs en 2014 recensés pour 2500 entreprises ouvertes, 1 million de visiteurs internationaux. Donc c'est vraiment une activité qu'elle vend en poupe, à tel point que le Routard a édité en octobre 2016, le guide de la visite d'entreprise. Donc ça prend vraiment de l'ampleur. Il y a un réel intérêt sur le territoire, non pas seulement des touristes comme on l'entend qui sont extérieurs au territoire et qui viennent le visiter, mais également des résidents ou encore des professionnels ou même des établissements scolaires. Oui, pour les scolaires, on le sait. Alors, quels sont les sites pour l'instant les plus visités si on parlait de top 5 ? Alors, pas par rapport à Caraïbes Factory, vous parlez en règle générale. Oui, en règle générale. En règle générale, les sites les plus visités, ce sont les distilleries. Forcément, on a toujours, historiquement... Historiquement, ça s'est toujours fait comme ça, oui. Ce sont toujours les plus visitées, effectivement. C'est celles qui sont le plus mises en avant ou auxquelles on pense automatiquement pour les visites. Mais en prenant mon cas, par exemple, ça fait 5 ans que je fais des visites de la centrale géothermique de Bouillante, puisque je suis également en charge de Avec des masques quand même, quand vous êtes sur place ? Des masques ? Des masques, oui, parce que... Non, par rapport au soufre. Au soufre et aux odeurs qui ne sont pas toujours agréables. Hein. Effectivement, elles ne sont pas agréables, mais c'est justement pour ça qu'on fait de la visite d'entreprise, c'est pour permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'à la centrale géothermique, par exemple, il y a cette odeur, mais c'est une odeur naturelle qu'on retrouve même quand on monte à la soufrière, par exemple. Oui, c'est le soufre. Donc concrètement, quand les visiteurs y viennent, l'idée, ce n'est pas de leur donner un masque ou autre, c'est de leur permettre de se rendre compte que c'est une odeur naturelle, qui certes n'est pas toujours très agréable. Après, je dois vous dire qu'après quelques mois, vous êtes habitué vous ne la sentez même plus. Vous la sentez, c'est incroyable ce que vous dites là. Je vous l'assure, à chaque visiteur que j'ai, il me dit ça sent pas très bon et tout. Je dis je ne sens plus rien. Donc les distilleries, la centrale et l'usine par exemple, les usines oui, vous avez des usines. Alors moi, pour les entreprises que j'ai déjà démarchées, toutes me disent, rares sont celles qui me disent qu'elles n'ont pas de demande de visite. Donc en règle générale, les usines sur Jarry comme GMA par exemple, qui font de la farine, sont souvent sollicitées. EDF est très sollicité. D'ailleurs en France, c'est l'entreprise qui est la plus visitée. Ils ont 450 000 visiteurs par année. Ici, bon, c'est moins structuré, donc c'est surtout dans des occasions ponctuelles, semaine de l'industrie, semaine de l'environnement. Semaine de la science. Et je ne parle même pas des entreprises qui sont dans le domaine du traitement des déchets, comme le CIVAD ou autres, qui sont vraiment bien visitées également, que ce soit par les résidents lorsqu'ils organisent des journées portes ouvertes ou par les scolaires, bien sûr. Alors, est-ce que c'est les entreprises qui vous sollicitent ou c'est l'inverse? C'est vous qui allez, vous venez, par exemple, venir à Canal 10, vous dites, venez visiter Canal 10, Guadeloupe Première et à TV, en fait, je ne sais pas. J'aimerais bien faire visiter Canal 10, à TV, Guadeloupe Première, en tout cas faire découvrir comment ça fonctionne une chaîne. Non, les élèves viennent quand même, hein, en période de la semaine de la presse à l'école. Je veux dire que les enfants, ils viennent visiter les médias, ils sont un petit peu émerveillés par le monde du média. Alors, est-ce que ça rentre dans vos compétences aussi? Totalement. Alors, à la fois, les entreprises viennent vers nous. Donc, depuis le lancement de Caraïbes Factory, j'ai été sollicitée par plusieurs entreprises pour que je puisse m'occuper, en tout cas que la structure Caraïbes Factory puisse prendre en charge justement cet aspect, où c'est nous qui allons vers elles en priorité, bien sûr, puisqu'il y a aussi un peu une forme d'éducation à faire à ce niveau-là, puisque les entreprises sont forcément sur leur objectif d'industriel, ils sont dans des logiques de production, et la visite d'entreprise n'est pas une priorité. Donc c'est vous la girl guide, comme on dit? C'est un peu mon cheval de bataille, de pouvoir leur montrer l'intérêt pour eux, l'impact que cela va avoir sur l'entreprise, de pouvoir faire de la visite d'entreprise. Et puis pour pouvoir permettre de valoriser notre patrimoine industriel, puisque effectivement, c'en est un. Nos savoir-faire sont réellement un patrimoine de compétences que nous avons et que je souhaite réellement mettre en avant à travers cette structure. Alors, vous avez dit que Caraïbes Factory pourrait être demain Caribbean Factory ou Caraïbes Factory. Qu'est-ce que vous envisagez dans la Caraïbe? Qu'est-ce qu'il y a à visiter qu'on quitte la Guadeloupe, qu'on va, je sais pas moi, à Dominique, à Saint-Martin, à Antigua ou à Sainte-Lucie? Alors, c'est vrai que souvent on me pose la question, on n'imagine pas qu'on ait autant d'entreprises à visiter. En Guadeloupe, par exemple, l'INSEE recense environ un peu plus de 3000 entreprises. Ces 3000 entreprises, concrètement... Elles ne sont pas toutes visitables quand même. Toutes. Dès qu'il y a un process de fabrication ou de production, on peut visiter. À partir du moment où un produit A devient l'artisanat, produit, par exemple. L'artisanat, oui. À partir du moment où un produit est transformé, l'agrotransformation, donc la métallurgie. Dès qu'il y a une question, la visite d'entreprise va pouvoir y répondre. Après, nous proposons également des visites virtuelles pour des sites qui ne peuvent pas se faire visiter pour des raisons réglementaires ou des contraintes sécuritaires. Et là, EDF, par exemple, est la première entreprise à nous avoir fait confiance sur cet aspect. Et nous avons réalisé en août dernier la visite virtuelle de la centrale de Saint-Martin,
Donc avant le cyclone, donc on a de très belles images aériennes et une vue en 360 de cette centrale. En 3D on est à la fois en 360 et 3D puisqu'on propose les deux solutions avec notre partenaire qui est Virtua Partner, qui s'occupe vraiment de l'aspect technique. Et nous, on conçoit vraiment la visite, de quelle manière on veut l'aiguiller, parce qu'on se positionne comme un conseil aussi pour apprendre comment faire le circuit pédagogique pour faire une visite. On ne fait pas visiter une entreprise n'importe comment. Il faut vraiment un circuit pédagogique précis. Il faut savoir ce qu'on souhaite montrer. Il y a bien sûr des secrets de fabrication parfois qui ne sont pas censés être dévoilés. Oui. Donc le but de la visite d'entreprise n'est pas que ce soit contraignant pour l'entreprise, mais que ça ait une valeur ajoutée justement pour elle. Et les chefs d'entreprise commencent à le comprendre? Je pense de plus en plus, puisque j'ai pour preuve les appels ou les contacts que je reçois. J'ai des sollicitations également. Donc on parlait de la Caraïbe tout à l'heure, sur la Barbade, sur la Guyane, sur Haïti. Pour le moment, c'est encore on commence à s'installer en Guadeloupe. Donc dans notre stratégie, nous n'avons pas encore prévu de pouvoir aller aussi rapidement sur ces autres territoires avant d'avoir vraiment prouvé le concept sur l'île natale en tout cas. Mais je pense quand même que d'ici la fin de l'année, nous allons très rapidement partir sur la Caraïbe. Alors, vous sentez que le tourisme industriel, c'est une voie Alors, je pose la question, pourquoi? Parce que vous étiez au Salon du tourisme, ça veut dire que vous travaillez aussi avec... un peu, on peut le dire, le CTIG pour ces visites de tourisme industriel ou alors vous faites un cavalier seul? Comment vous faites? Pour le moment, on va dire que je suis cavalière seule. Oui. Mais j'espère bien qu'au fur et à mesure, justement, je vais pouvoir faire la preuve de ce concept puisqu'il y a tout à créer. On est sur quelque chose d'innovant qui n'a pas encore été véritablement lancé. Ça ne veut pas dire que la visite d'entreprise n'était pas déjà réalisée. Ça fait très longtemps qu'on fait des visites d'entreprise. On a tous petits été visiter des entreprises. C'est juste qu'on ne mettait pas un nom et on ne savait pas. J'en ai pour preuve les conférences que j'ai réalisées pendant le Salon du tourisme sur le tourisme industriel. Beaucoup de gens m'ont félicité pour cette conférence en me disant que ça leur a apporté de mettre un nom un peu sur ce qu'ils réalisaient. Ils n'avaient pas vraiment conscience que c'était du tourisme industriel, l'action qu'ils étaient en train de faire de visiter une entreprise. Et dans le tourisme industriel, souvent, on associe tourisme à un touriste, alors que ce n'est pas... C'est pas quelqu'un qui... Il faudrait dire plutôt visite industrielle, en fait. Le terme serait plus approprié que tourisme. Certes, peut-être qu'on pourrait... Mais en fait, c'est une notion c'est appareil photo, short et Bermuda. C'est ce qu'on se dit. Mais effectivement, le tourisme industriel, c'est vraiment une notion c'est le terme, en fait, qui définit un tourisme de savoir-faire ou un tourisme de développement économique. Ça fait un peu moins vendeur de dire tourisme de développement économique. Tourisme industriel, c'est déjà mieux, mais c'est vrai que c'est réducteur si on le prend comme étant... adressé uniquement aux touristes. Il s'adresse à toute personne qui souhaite découvrir des savoir-faire, découvrir des process de fabrication. D'accord. Et vous allez continuer comme ça. Alors, autre chose, ce tourisme industriel demande aussi de la part des entreprises qui est non seulement un comité d'accueil, mais qui est quand même... que l'entreprise soit un petit peu, j'ai envie de dire, clean, accueillante, souriante, au moins. Effectivement. Alors, c'est votre rôle de conseil à ce moment-là. C'est notre rôle de conseil, mais au-delà de ça, l'idée est que l'entreprise puisse complètement externaliser son organisation et animation de visite et qu'on puisse donc s'occuper des réservations en amont, donc s'occuper de l'organisation, mais être également sur place pour recevoir le visiteur, jusqu'à même faire la visite nous-mêmes. Certaines entreprises ont déjà des employés ou du personnel qui est dédié à ça et n'ont pas de hôtesses qui veulent... généralement, c'est souvent un responsable de production qui va justement permettre de visiter. Si l'entreprise elle souhaite le faire elle-même, libre à elle, mais nous sommes vraiment là pour justement lui permettre de gagner en temps et en investissement humain pour que nous puissions justement prendre en charge tout cet aspect-là et gérer le circuit pédagogique. Donc il y a déjà un peu toutes sortes d'idées que nous avons pour pouvoir avoir des outils supplémentaires. On commence à voir un peu si on ne peut pas faire aussi de la visite virtuelle pour des publics empêchés, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes qui n'ont pas accès généralement à ce type de visite parce qu'elles sont en mobilité réduite, ou voire même des personnes qui sont en prison et qui auraient besoin de se réinsérer et de découvrir donc de nouveaux métiers. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. J'espère vraiment qu'au fur et à mesure, je ne serai pas toute seule et qu'il y aura de plus en plus d'institutions qui vont aussi accompagner ce développement. Et il faut nécessairement que l'entreprise en question soit productrice de quelque chose ou pas?
Je veux dire, en agro-transformation, bon, bien sûr, on a envie de voir comment on fabrique le rhum, le visou, bien le sirop de batterie, d'accord, mais une entreprise qui ne produit pas des choses tactiles, je veux dire, est-ce que par exemple, vous pouvez emmener visiter Pôle Caraïbes, je prends un exemple. Bien sûr. Oui. Alors vous avez le Pôle Caraïbes ou le port autonome, Oui, par exemple, oui. En fait, on est sur des process. Oui. Donc ça peut être des process de fabrication, des process de production, des process tout court. Ou de service. Ou de service. À titre d'exemple, nous sommes très contents de pouvoir faire prochainement visiter Ravine Chaude. Oui. Souvent, on pense à Ravine Chaude pour les bassins, pour la baignade, le bien-être, mais il y a vraiment un process. Comment cette eau arrive dans les bassins dans lesquels nous sommes, comment est-elle traitée, quels sont les procédés, mais il y a vraiment tout un process pour qu'on arrive à cette eau. Donc, et vous allez essayer un peu Ravine Chaude quand même avant. Oui, on l'a essayé. Et les visiteurs pourront également... J'ai pris un bain. Oui. Mais j'ai fait la visite également et elle est vraiment intéressante. D'accord. Donc on va la proposer prochainement à partir de la fin du mois de février. Et dans notre proposition, on allie toujours quelque chose d'un peu ludique pour que ça reste pédagogique tout en étant ludique. On est néanmoins sur des sorties où on n'est pas censé être sur quelque chose de scolaire, on n'est pas venu non plus pour avoir un exposé, on est venu découvrir un process et pouvoir repartir en ayant une bonne expérience et en se rendant compte que sur le territoire, nous avons des vraies compétences, nous avons des savoir-faire qu'il faut mettre en avant. Mais c'est intéressant d'entendre ça. On espère en tout cas que ça va continuer. Merci, on vous souhaite, Sylvia, bonne chance et de développer ce tourisme industriel guadeloupéen, voire caribéen. On espère. Merci. Qu'on soit après, on vous invitera à venir faire visiter Canal 10. Comment le process pour la réalisation du ZCL, par exemple, c'est pas toujours évident. Sincèrement, je pense que ce serait intéressant. Il y a plein de gens qui s'imaginent pas toutes les petites mains qu'il y a derrière. Il y a plein de petites mains que vous n'imaginez pas. Ça commence le matin très tôt, vers 9h, et ça se termine plus tard que 18h, 19h, 20h le soir. Oui, parce qu'il y a du travail, les journalistes, les caméramans, le réalisateur qui est là, les assistantes, enfin bref. Donc vous voyez, il y a tout ça à mettre en avant également. C'est vrai. Et, on lance un appel alors à Canal 10. Welcome. Voilà. Avec plaisir. Merci, il est 13h23. Dans un instant, on va retrouver notre chronique coaching de la réussite, puisque Muriel est déjà là. Mais avant, précisément, justement, on va parler de la Chambre de commerce et d'industrie qui organisait, c'était la semaine, l'orientation, la nuit de l'orientation, c'était, je crois, la 10e, la 12e édition. Olivier Mouradel était là. Retour sur cette manifestation qui s'est terminée ce week-end. Nous sommes à la 10e édition de la nuit de l'orientation. C'est une manifestation organisée par la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe en partenariat avec la région Guadeloupe pour informer, orienter les jeunes autour des métiers. C'est une manifestation qui se fait avec l'ensemble des partenaires de l'orientation sur le territoire. C'est un format national. Donc la nuit de l'orientation commence dès 14h. Vous avez plusieurs temps, des espaces qui sont dédiés aux professionnels. On va mettre l'accent sur des métiers. Cette année, les métiers qui ont été choisis, ce sont les métiers liés à l'entrepreneuriat, à la digitalisation, aux métiers d'aujourd'hui pour demain. Ce sont des métiers où on va retrouver de l'avenir, comme les métiers de la fibre optique, les métiers de l'économie bleue. Voilà, donc des espaces professionnels dédiés à des rencontres entre des chefs d'entreprise et des jeunes, des espaces de connaissance de soi où les jeunes et les parents pourront avoir des tests leur permettant de mieux découvrir les talents des jeunes, des ateliers pour les parents d'élèves et aussi pour les jeunes, notamment sur la nouvelle plateforme Parcoursup. Il y a beaucoup de monde quand même cette année et on part de la question de qu'est-ce qu'il y a comme formation en Guadeloupe. Cette formation, est-ce qu'elle se trouve dans telle ville? Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir. Vous voyez, c'est très large. Voilà, donc alors quand même, il faut dire que vu le contexte, on est sur une première approche et qu'après, très souvent, on leur conseille de revenir en CIO, rencontrer les psychologues pour approfondir la question. Un jeune étudiant peut aussi cumuler une mission de service civique, ce qui est très intéressant pour lui. Aujourd'hui, nous avons fait le choix du zéro papier sur notre stand. Donc nous avons 2 tables tactiles où nous présentons effectivement les différentes missions du CRIJ et les différentes orientations que les jeunes peuvent avoir. Des conférences, des ateliers, des rencontres professionnelles pour permettre aux jeunes, aux lycéens, aux collégiens, aux jeunes en recherche d'insertion de s'orienter sans stress. C'est le leitmotiv de cette nuit.
Voilà, il est 13h26. Dans un instant, on va revenir sur le tourisme, puisque c'était aussi le salon du tourisme caribéen ce week-end. Mais avant de parler de ce sujet et de recevoir notre ami Muriel, qui est déjà là pour la chronique coaching de la vérité, avec son générique, bien sûr, on va tout de suite prendre la deuxième pause publicitaire et on se retrouve tout à l'heure en direct de ZCL, de C10FM et de RHT. Pas débrancher, restez avec nous. Voilà, il est 12h32. Vous êtes toujours dans le ZCL et je suis avec vous jusqu'aux environs de 14h. Je vous l'ai dit, Muriel est déjà là. On va parler de tourisme. Tout à l'heure, on parlait de tourisme industriel. Vous savez, c'était le week-end dernier, le salon du tourisme caribéen. Justement, Sylvia Fibel, qui était avec nous, est intervenue à plusieurs reprises pour faire une conférence sur le tourisme industriel. C'est quelque chose qui va se développer en Guadeloupe. On l'a entendu tout à l'heure. Mais là, on va revenir sur ce salon du tourisme caribéen, puisque c'est une manifestation qui montre aujourd'hui que la Guadeloupe, puisque vous le savez, de plus en plus est très classée dans le top 5 des endroits où il faut visiter maintenant. Les journaux américains parlent beaucoup de notre pays, de notre île, qui devient de plus en plus un must. Alors il faut que les Guadeloupéens s'en rendent compte. Et malheureusement, on a encore des problèmes d'eau quelque part et souvent les touristes en ont à se plaindre. On va revenir sur ce salon du tourisme et voir un peu ce que c'était. Reportage Olivier Mouradel. Ce salon regroupe donc tous les professionnels de la profession du monde du tourisme, donc aussi bien des agences, des compagnies aériennes et toutes les activités touristiques que nous pouvons trouver en Guadeloupe, et elles sont nombreuses. Et il me paraissait évident de un jour monter un salon de manière à ce qu'on puisse regrouper tout ce monde, le monde du tourisme en Guadeloupe, qui est une activité très forte. Et nous avons de magnifiques opportunités de découverte en Guadeloupe. On est extrêmement content d'être au salon du voyage ce week-end sur Pointe-à-Pitre et très heureux de pouvoir présenter notre nouvelle compagnie aérienne low cost Level, qui va proposer à partir du 3 juillet des vols depuis Pointe-à-Pitre à destination de Paris, et ça pour un tarif à partir de 99 € l'aller simple, qui est tout simplement un tarif qu'on n'a jamais vu sur cette ligne-là. Le principe de Level, c'est de donner le choix au client de ne payer que pour les services dont il a besoin. Donc on a un tarif de base qui est à partir de 99 €, et à partir de ce tarif, le client va créer lui-même son billet d'avion et pourra y inclure les options dont il a besoin. Donc le principe, c'est de dire, si j'ai besoin d'un bagage en soute, je peux le rajouter. Si je veux un repas à bord, je peux le rajouter. Et je peux différencier mon billet pour l'aller ou pour le retour. Donc je choisis vraiment les options dont j'ai besoin et je ne paye pas pour les choses dont je n'ai pas besoin. Le tourisme, c'est promotionner et développer les qualités et les avantages du territoire. Donc forcément, nous devons être présents pour déjà expliquer ce que c'est que la rivière du Levant. Donc ça regroupe les communautés d'agglomération de Gosier, de Sainte-Anne, de Saint-François, de la Désirade, et surtout de mettre en avant les qualités du territoire, les activités qui sont proposées, aussi bien nautiques que de balades. À terme, nous souhaitons devenir la référence caribéenne d'ailleurs, un salon qui a beaucoup d'ambition. Voilà, 13h35, c'est l'heure donc du coaching de la réussite avec Muriel. Bonjour. Bonjour Danick. Tout de suite, générique et on démarre. Coaching de la réussite, effectivement, et le problème qui se pose aujourd'hui, Muriel, c'est le problème de savoir est-ce qu'on doit quitter ou persévérer dans son travail. C'est vraiment une question essentielle aujourd'hui. Hein. Ben oui, parce qu'en fait, je trouve que c'est un vrai dilemme pour beaucoup de personnes. Oui. C'est sûr qu'il y a la santé, la famille, la spiritualité, mais la carrière aussi a une place importante dans nos vies. Et je dirais même que lorsqu'on a quelque chose d'important, il faut y mettre du temps, de l'engagement, il faut également mettre de l'énergie, et souvent lorsqu'on veut quitter ou rester dans une entreprise, on ne sait pas trop. Tout dépend de ce qu'on vit dans l'entreprise. Mais Muriel, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de quitter une entreprise? Alors, les raisons peuvent être multiples. Par exemple, j'ai envie de changement, j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie, dans l'entreprise, ça fait longtemps que j'y suis, mais j'ai l'impression que j'ai un plafond de verre, que je n'arrive pas à progresser dans l'entreprise. J'ai beau
avoir des résultats, j'ai beau montrer que je suis présent, j'ai beau être tout le temps au rendez-vous en ce qui concerne le projet, et pourtant on n'avance pas. Alors à ce moment-là, on commence à avoir un certain ras-le-bol et on n'a plus envie d'y rester. On commence à être dégoûté, on a l'impression finalement qu'on ne nous comprend pas, il y a un désengagement dans l'entreprise, puis finalement effectivement on commence à se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Est-ce que mes compétences sont vraiment reconnues dans l'entreprise? Est-ce que finalement on ne m'utilise pas? Et est-ce que vraiment j'ai ma place ici? Alors ça c'est une première chose, mais on peut aussi avoir des cas où on a des cas de harcèlement. On en a parlé énormément en fin d'année puis en début d'année avec l'affaire Weinstein, oui. Effectivement qui a un peu débordé, qui a fait effet boule de neige un petit peu partout dans le monde, et avec effectivement beaucoup de femmes qui sont montées au créneau et ont commencé à dénoncer le harceleur. On balance son porc. On balance son porc, exactement, mais c'est pas juste ça. Il n'y a pas juste des femmes qui subissent le harcèlement, il y a aussi des hommes. Il y a des femmes qui sont harceleurs également. Ah bon, harceleuses même. Harceleuses, voilà, oui. Exactement. Merci. Alors comment on va dire, on balance quoi, ça touille? Je sais pas qu'est-ce qu'on balance, mais en tout cas, ça peut être ça. Donc effectivement, c'est les deux sexes. Un harceleur peut être des deux sexes. Il n'y a pas. Alors, que devons-nous faire lorsque nous sommes tiraillés entre l'envie de quitter ou le projet de rester? On est peut-être 50-50, 60-40, et à quel moment? C'est quand c'est 70-30 qu'on prend la décision? Je pense que c'est vraiment, ça dépend de tout un chacun. C'est vrai que l'envie de rester dans son travail ou pas va dépendre du niveau auquel on évalue notre notion de sécurité. Sécurité de l'emploi, sécurité financière également, parce qu'effectivement un emploi c'est quoi? C'est mes finances, c'est ce qui me permet de boire et manger et de nourrir ma famille. Alors à ce moment-là, en le quittant, ça veut dire que je mets en tout cas en danger quelque part. On se met en danger. On se met en danger, oui. Voilà. Merci d'Annick. Donc à ce moment-là, c'est vrai que certaines personnes ont cette notion de sécurité qui leur tient vraiment à cœur. Donc si d'une échelle de 1 à 10, pour vous la sécurité au niveau 8, 9 et 10, il est bien évident que vous n'allez pas vouloir changer de poste. Oui. Vous allez attendre que finalement ça soit le poste. Ou même quitter l'emploi, parce que quitter un emploi sans avoir une perspective, se retrouver dépendante du pôle emploi du jour au lendemain, même s'il y a des indemnités. Oui, c'est pas enviable forcément, on ne fait pas ça de gaieté de cœur, mais je vous dirais que ça dépend vraiment des gens, parce qu'il y a des personnes qui, pour eux, la sécurité n'est pas importante. Oui. Donc du coup, ils vont pouvoir changer d'emploi assez facilement. Qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas, ceci n'est pas un souci. Ils ont les compétences et les diplômes, quelquefois. Il y a ça, mais pas forcément. Il y a vraiment des gens qui se sentent à l'aise avec eux-mêmes et se disent, regarde, je retrouverai de l'emploi. De toute manière, enquête trouvée. Enquête trouvée. Ouais. Donc, effectivement, à ce moment-là, ils n'ont pas la même façon de réfléchir qu'une personne qui place la sécurité financière qui au premier niveau. Exactement, qui s'angoisse. Oui. Ils n'ont pas d'angoisse, en fait. Pour eux, ils vont trouver, ils vont peut-être placer la spiritualité en avant. Oui. Muriel, voilà. Alors, je pose une autre question qui me revient à l'esprit. Alors, comme vous dites, on peut être pas suffisamment valorisé dans son entreprise, etc., mais il peut y avoir aussi un burn-out. Effectivement, il peut y avoir un burn-out, mais à ce moment-là, on peut partir en congé maladie, se reprendre de son burn-out et revenir. Oui. Et alors apprendre à ce moment-là à poser ses limites pour éviter un autre burn-out. Donc c'est pas parce qu'on a un burn-out qu'on va quitter son emploi. Mais l'autre possibilité, c'est que quelquefois on a pris des vacances et puis on n'a pas envie de redémarrer. Oui, moi je peux lever la main. Quand les vacances c'est trop bien, effectivement on a le blues des vacances. Oui, il faut des vacances pour reposer des vacances. Comme oui, il faut se reposer des vacances. J'avais fait une chronique sur le blues des vacances, mais là je l'ai senti passer aussi. Oui. Je pense que vous aussi, Danick. Oui, la question se pose. Qu'on a été longtemps un petit peu décalé, décroché, il faut raccrocher et on ne trouve pas le crochet. Ouais, retrouver l'énergie en soi pour se dire c'est pour ça que je me lève le matin et c'est parce que j'aime ce que je fais. Alors, il y a quand même des questions à se poser quand on arrive dans cette situation. Exactement. Alors, j'ai 3 questions que vous pouvez vous poser pour un peu évaluer si vous devez quitter ou si vous devez rester dans votre poste. La première, c'est pourquoi restez-vous réellement ?
Ouais. Alors, c'est quoi vos raisons? Qu'est-ce qui vous motive à rester? Est-ce que c'est par rapport à une sécurité financière? Est-ce que c'est parce que vous adorez ce que vous faites? Est-ce que c'est parce que vos compétences sont mises en valeur ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi restez-vous dans cet emploi? Est-ce qu'il y a une peur de ne pas pouvoir retrouver? Parce qu'il y a parfois l'entourage qui va vous dire ben reste là, tu sais pas demain, peut-être que tu n'arriveras pas à retrouver. Et surtout lorsqu'on est dans un archipel comme le nôtre, oui. Eh ben parfois certains postes sont limités. Donc, effectivement, on peut se poser des questions existentielles par rapport à ça. La deuxième chose et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est à combien estimez-vous le fait de rester? Qu'est-ce que cela vous coûte de rester? Parce que, bien évidemment, le fait de partir ou de rester, ça a un coût. Alors, quel est le coût pour vous? En termes santé, en termes physiques, en termes psychologiques, parce que lorsqu'on parle de harcèlement, qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a le point de vue psychologique aussi qui va sur la balance, et même familial, parce que effectivement, lorsqu'on ne se sent pas bien, il y a des répercussions au niveau de nos familles. Donc là aussi, c'est primordial de se poser les questions et de faire un petit peu le bilan pour voir qu'est-ce qui finalement nous permet encore de rester. Et puis, la dernière question, êtes-vous prêt à partir? Alors, lorsque je pose cette question, êtes-vous prêt à partir? Je parle avez-vous préparé un plan de départ ou de changement de poste, etc., qui va vous permettre finalement de vous sécuriser. Parce que lorsqu'on parle de départ volontaire, et je parle bien de départ volontaire, on a parfois de l'anxiété qui va venir, c'est-à-dire on a une peur du lendemain, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors en fait, en planifiant son départ, en regardant les alternatives qui se posent à nous, eh bien, ça nous permet de calmer cette anxiété, de nous rassurer, et puis même au niveau des négociations, parce qu'une prise de départ, ça se négocie également, pour rester ou pour avoir une prime ou une augmentation, un changement de poste ou tout simplement un package de départ, eh bien, à ce moment-là, ça va vous sécuriser, même sur la table de négociation, vous allez être un meilleur négociateur. Alors, bien évidemment, toutes ces questions-là sont à se poser, mais quel est le rôle du coach dans cette affaire? C'est-à-dire que moi, j'ai plus envie de faire du ZCL, mais je ne sais pas si j'ai envie de rester ou de partir. Je viens vous voir, Muriel. Vous me dites quoi? Alors, Danick, les personnes généralement qui vont me voir dans tout ce qui est orientation professionnelle, et je vous dirais parfois, le plus souvent, ceux qui viennent me voir, c'est ceux qui ont autour de la quarantaine. 45 ans, on commence à se poser des questions, on n'a plus envie, on aspire à autre chose, et souvent on ne se connaît pas bien. Alors on va travailler sur la connaissance de soi, nos compétences, valoriser ses compétences, et puis vraiment aller chercher finalement un poste qui nous ressemble, un poste où on va s'épanouir, un poste qui va nous faire progresser, parce qu'ici on parle de progression de carrière. Ouais. Donc là, ça va être primordial. Puis dans un deuxième temps, là où je peux intervenir, et aussi mes collègues, ça va être lorsque je vous ai parlé de harcèlement, ou je vous ai parlé de difficultés au niveau de l'emploi, ça peut être du harcèlement, mais ça peut être aussi qu'on ne se sent pas valorisé, on est désengagé par rapport à l'entreprise. Alors à ce moment-là, le spécialiste comme moi va vous aider finalement à mieux communiquer avec les personnes avec qui vous travaillez, va vous permettre également de gérer mieux votre anxiété, gérer mieux vos peurs et être plus dans vos forces et avoir tous vos moyens lorsque vous allez gérer certaines situations. Et puis également, à des moments où c'est critique, on peut vous demander également d'aller voir un conseil juridique. Surtout lorsqu'on parle de harcèlement, à ce moment-là, vous pouvez non seulement vous faire aider au niveau juridique, on va vous dire un petit peu la marche à suivre, et puis nous, en fait, spécialistes en développement personnel, là où on va vous aider, c'est pouvoir être un soutien psychologique pour faire en sorte que vous ne craquiez pas pendant toute cette durée-là, qui va vous permettre de faire la transition entre la situation actuelle où vous ne vous sentez pas bien, où vous vous sentez harcelé, et la situation où vous allez vous sentir mieux. C'est le dernier point quand même que je veux voir avec vous, Muriel, c'est la question du harcèlement. On en a parlé. Une femme ou un homme est harcelé dans son travail et peut choisir de rester quand même ou de partir. Le plus souvent, les personnes choisissent de rester. Je pense que c'est par rapport rester sans céder quand même. Certains cèdent énormément jusqu'à aller au burn-out ou à la dépression. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas le choix parce qu'ils se disent je suis sur un archipel, c'est limité, je ne vais pas pouvoir trouver un autre emploi, ou si je trouve un emploi, déjà parfois que celui que j'occupe, le salaire n'est pas très mirobolant. Ouais. Donc j'ai pas forcément envie de partir en métropole ou partir dans d'autres coins puisque j'ai toute ma famille, j'ai envie de rester là où je suis, j'aime mon île. Donc à ce moment-là, ils peuvent se sentir vraiment limités. Voilà. Alors, ces situations, de toute manière, se retrouvent de plus en plus fréquemment. Vous avez dit, où les gens entrent dans la quarantaine, qu'on est à la veille de la retraite, la question ne se pose plus. La question ne se pose plus trop, effectivement. En fait, on a une autre perspective et souvent, les personnes proches de la retraite aspirent à juste rester tranquille, en mode veille, j'attends que je puisse partir. Donc, et puis, dans certaines entreprises, il y a des plans de pré-retraite qui permettent aussi aux salariés, j'ai eu l'occasion de le voir parce que je travaille aussi avec la banque alimentaire, où, par exemple, le groupe Orange demande à certains employés en pré-retraite de pouvoir faire du bénévolat. Donc c'est une façon également de passer en transition avec la retraite. Merci Muriel. Plus d'informations? Plus d'informations, comme toujours, au 0590 47 30, c'est ça? Je ne sais plus. 47 39. Oui. J'oubliais même. Elle n'est pas revenue de vacances, Muriel. Je ne suis vraiment pas revenue. Bon, revenez. Sinon, www.zcl.tv ou bien sûr sur notre site web à carutera.com. Je me trompe même sur mon site web alors. Oui, Muriel, on se retrouve dans 15 jours. Vous aurez le temps de vous reposer et de savoir si vous revenez ou pas au ZCL. Mais je pense que vous reviendrez. Bien sûr. Voilà, merci Muriel. Il est 13h48. On va parler de réchauffement climatique puisque la Guadeloupe est concernée. On l'a vu avec les derniers événements cycloniques, ouragans, prévision, pas prévision, etc. La question se pose. De toute manière, il y avait une grande manifestation, une grande opération autour du réchauffement climatique avec M. Jean Cluzel qui était au Cinestar ce week-end. Axel Jacob était là, reportage tout de suite. C'est le dernier de la journée. Bon, j'ai été invité à parler du réchauffement climatique, plus spécifiquement de ce qui pouvait avoir des conséquences sur une île comme la Guadeloupe. Évidemment, j'ai commencé par parler du réchauffement climatique, disons de façon générale, du rôle des activités humaines, de l'influence des activités humaines et aussi des projections de ce vers quoi nous allions qui dépend évidemment des émissions à venir au cours des décennies à venir. Et j'ai aussi bien sûr évoqué les conséquences les plus, disons, je dirais les plus inquiétantes presque pour ce qui concerne une île comme la Guadeloupe. On va parler de l'acidification des océans, des extrêmes climatiques, en particulier du risque d'augmentation d'intensité de cyclones plus intenses, de pluies plus violentes, de canicules relativement plus importantes, mais aussi l'élévation du niveau de la mer. Ce sont vraiment, disons, les aspects que j'ai évoqués en détaillant tout cela sur, bien sûr, en centrant sur la Guadeloupe. Ce soir, les questions étaient toutes très pertinentes, donc ça montre que, je pense qu'il y avait quand même un public averti. Je pense que les gens qui sont venus ce soir, il y a une salle pleine, je ne sais pas, 300 personnes, mais c'était vraiment des gens qui avaient envie d'avoir des compléments d'information, mais dont on a compris quand même à travers leurs questions qu'ils étaient déjà bien informés, bien sûr, de ce qui s'était passé et du lien entre cyclone et réchauffement climatique, par exemple. Là, on a eu une réunion avec des représentants de la région qui semblent extrêmement motivés, et là aussi, en tout cas, dans ce qu'ils disent, bien sûr, extrêmement motivés et semble-t-il bien conscients des problèmes. Voilà, avant de terminer ce ZCL, il est pratiquement 13h50. Je vous rappelle qu'il y a un jeune Guadeloupéen dans la région de Sainte-Rose qui malheureusement est disparu en mer. Il a essayé de porter secours à l'un de ses amis qui faisait avec lui du surf ou de la planche à voile, en tout cas sous la plage. Et bien, ce jeune Guadeloupéen a disparu. On ne l'a pas encore retrouvé. Les recherches continuent. Voilà, il est 13h50. On va se quitter aujourd'hui, lundi 29, pour ce ZCL de retour. Je suis de retour, bien sûr. Z comme Zoro, comme m'a dit quelqu'un sur le site du ZCL. On se retrouve demain. La réalisation était assurée par notre ami Zébris. Et puis, Muriel, on se retrouve dans une quinzaine. Dans une quinzaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure en direct du ZCL, de RHT et aussi de C10 FM. Voilà, c'est fini.